pensez que le marché français des comics est en crise et qu'il cherche des solutions? Eh bien, vous n'imaginez pas le bordel que c'est aux États-Unis. En effet, le marché est totalement sinistré et en train de connaître une crise qui devrait, on l'espère, tout chambouler et qui va peut-être faire jaillir et surgir des idées. Et c'est ce qu'on attend. On aimerait évidemment avoir un sang neuf, on aimerait avoir un nouvel âge d'or des comics, on aimerait qu'il se passe quelque chose et on voudrait que ce marché qu'on aime tant puisse se développer, grandir et apporter de nouvelles idées. Depuis quelques années, les comics c'est un vivier à idées pour Hollywood. Les personnages ont été rachetés par des grands studios, Warner a acheté DC il y a des dizaines d'années et Marvel a été racheté par Disney, ça a permis de faire des films, ça a permis de faire beaucoup d'argent, de rendre les comics et surtout les films de super-héros populaires, avant évidemment de faire de mettre un petit genou à terre depuis 2-3 ans parce que la créativité n'est plus au rendez-vous et que les comics et les films ont le même mal, c'est-à-dire la continuité, le fait que tout s'entrechoque, qu'il faille voir tous les films pour comprendre et que certains personnages peu intéressants soient mis en avant versus d'autres qu'on adore voir prendre le pouvoir. Et on attend le retour des 4 Fantastiques évidemment et des X-Men plutôt que de voir des seconds couteaux comme Miss Marvel ou She-Hulk sur les écrans. On a besoin évidemment d'idées, on a besoin de blockbusters, on a besoin de stars à la fois au cinéma et dans les bacs. Aux États-Unis, les comics sont en train de vivre une crise sans précédent. Un chiffre est tombé et il sera certainement confirmé. Aujourd'hui, les comics mainstream, on en a parlé dans une autre émission, ne représentent plus que 9% du marché nord-américain de la bande dessinée. Alors, quand je dis que les comics représentent 9%, c'est tous les comics que nous lisons dans ces formats que vous connaissez. Ce sont les formats des comics de 22 pages qui sortent allègrement tous les mois, toutes les semaines. Ce flot continu de comics édités par Marvel, par DC, par Image, par Boom Studio, par IDW et l'ensemble des acteurs du marché. 9% de l'ensemble du marché. À côté de ça, il y a les mangas qui représenteraient 79%. Donc énorme percée des mangas dans l'univers de la bande dessinée américaine. Et le reste, c'est celui du comics jeunesse, avec notamment la série Dogman, que j'ai pu voir dans un Barnes & Noble la semaine dernière. J'ai pu voir ce que c'était. Et maintenant, je peux mettre un visage sur ce titre et sur son succès. 9% c'est pas beaucoup. Depuis très longtemps, Marvel et DC ont laissé filer les talents, ont laissé filer les bonnes idées et surtout n'ont pas réagi. Ils dominaient le marché avec des personnages populaires qui n'ont jamais été aussi populaires. Iron Man n'a jamais été aussi populaire depuis 10 ans. Avant 2008, personne ne connaissait Iron Man à part les quelques lecteurs de comics aux États-Unis. Le personnage de Thor a eu 4 films, rendez-vous compte, 4 films pour Thor. C'est taré. Qui aurait pu penser quand j'étais gamin que Thor aurait 4 films. C'est complètement fou et c'est complètement taré. Un autre chiffre qui pop, c'est que le marché serait par rapport à l'année dernière, le marché des comics mainstream, à moins 60%. Ce qui fait que les petits éditeurs, alors quand je vous parle de petits éditeurs, c'est les éditeurs qui sont nés récemment. Certains ont carrément mis la clé sous la porte, comme Valiant. Valiant n'existe plus. Alors, les personnages de Valiant sont récupérés par un autre éditeur qui va relancer une nouvelle fois quelque chose. Mais les petits éditeurs lancés comme Awa, qui a fait notamment la série Fight Girl de Frank Shaw, aujourd'hui, ils sont sur Kickstarter. Parce que pour acheter Fight Girl maintenant, et pour avoir une belle édition, il faut aller du côté de Kickstarter. C'est là que vous aurez la belle édition. Beaucoup de petits éditeurs en effet préfèrent aller sur Kickstarter, Aspen Comics par exemple, Boom Studio, il va beaucoup de plus en plus, IDW, CMI, parce que le marché a complètement explosé en vol. Quand je vous parle du marché, c'est ce réseau de distribution qui s'était tissé au fil des décennies et qui s'est défait, s'est détricoté d'année en année et qui devient complètement inexistant. Les artistes ont quitté le navire, on l'a vu avec les annonces de ce week-end à New York, des artistes comme Rick Remender qui ont été dragués
par Marvel et DC ont préféré partir chez Image pour avoir leur liberté et puis leurs droits. Ils ont emmené avec eux tout ce qui se fait de mieux de dessinateurs. On l'a vu, des dessinateurs comme Jorge Jiménez sur Nemesis est parti chez Mark Millar, de plein d'artistes comme Olivier Coipel, des dessinateurs comme Frank Whiteley, Matteo Buffani vont bosser chez Millar. Le dessinateur Pepe Larraz est en train de faire le crossover Big Game qui cartonne aux États-Unis, qui est un très beau succès parce qu'il y a quand même des succès. Les talents ont quitté le navire parce que ils ne touchent pas de royalties et surtout que s'ils créent un personnage chez Marvel ou DC, ils n'en auront jamais les droits. Et donc alors que s'ils créent un personnage avec Rick Remender au sein du nouveau label Iron Generator, eh bien ils auront les droits, tout comme Brian Kevogan a les droits de Saga, tout comme eh bien Joey Benitez a les droits de Lady Mechanica, etc., etc. Donc la tendance est de créer son personnage pour essayer d'en faire une série, pour essayer de vendre des droits à l'étranger, pour qu'un éditeur français, un éditeur néerlandais, un éditeur allemand, un éditeur espagnol, un éditeur italien édite le bouquin, donc toucher des avances et pouvoir vivre de son travail tout simplement. Et peut-être le jackpot, en faire une série à succès avec les droits d'auteur qui vont avec. Walking Dead étant un formidable exemple, puisque c'est véritablement la série qui a lancé la carrière de Robert Kirkman, qu'il a pu créer son propre studio et lui-même maintenant être un label au sein d'Image Comics, au sein de Skybound, et de proposer une multitude de titres chaque mois. Les droits sont respectés. Marvel ne paye plus et pour les auteurs, l'indépendance et Kickstarter sont devenus une nécessité. Si vous lancez votre comics, si vous avez les droits de Phasm de Michael Turner et les héritiers de Michael Turner les possèdent, si vous sortez un comics que vous devez produire, payer dessinateur, scénariste, coloriste, imprimer le papier et le sortir à travers le réseau traditionnel à 3,99 ou 4,99, vous allez en vendre entre 2 et 4 000. 2 et 4 000, vous allez donc récupérer à la fin des clopinettes. Si vous le sortez sur Kickstarter, vous pouvez espérer faire 100, 150 000, voire 200 000 dollars. Et là, vous pouvez vivre de votre travail et enfin arrêter de devoir pondre des centaines de pages pour pouvoir subsister et maintenir la tête hors de l'eau, alors que Kickstarter peut permettre aujourd'hui à des auteurs non pas seulement de lancer leur série ou leur projet, mais de les faire continuer. On a vu dans une autre vidéo que plein d'auteurs aujourd'hui n'existaient qu'à travers Kickstarter. Je pense à Ron Z par exemple, qui fait ses séries Patriotica, ou je pense à Brian Pulido avec Lady Death, ou encore des gens comme Patrick Chand, Pat Chand, qui travaille pour Zenescope et qui sort quasiment un comics par mois qu'il a scénarisé avec plein de dessinateurs et qui lui permet d'exister et d'avoir certains succès, ce qui est très très bien. Les comics, vous l'avez vu aujourd'hui, coûtent 4,99. Un comics récent qui vient de sortir, Spider-Man, c'est 4,99. Un comics Batman qui sort, le Batman 138, il coûte 5 € pour 30 pages de BD. Donc aujourd'hui, les prix sont devenus complètement fou. Un des autres titres donc on l'a vu, le marché est complètement en train de se refermer sur lui-même, et ce qui est le plus inquiétant, c'est que au-delà du manque de créativité, du fait que Marvel ne paye plus les auteurs et du fait que les deux éditeurs principaux ne prennent pas la mesure de ce qui est en train de se passer et qu'ils ne réagissent pas parce que là ils ont annoncé un nouveau crossover dessiné par Pepe Larraz d'ailleurs, qui revient, scénarisé par Jed McKay avec une couverture de Lenny New, j'ai même oublié le titre. On n'en peut plus du crossover de l'été de Marvel, on n'en peut plus. C'est pas ça que les gens demandent. Quand on est leader du marché comme Marvel, il faut innover, il faut proposer des choses. Alors peut-être que la nouvelle gamme Ultimate, je sais pas si vous avez vu, mais la nouvelle gamme Ultimate a été annoncée avec Ultimate Spider-Man par Marco Checchetto et Jonathan Hickman, Ultimate X-Men par Peach Momoko, scénario et dessin. Donc il y a quand même des talents qui viennent s'ajouter à tout ça. Marvel manque de créativité, et Marvel en tant que leader du marché devrait montrer la voie, arrêter de créer des ersatz et des sous-Venom et des sous-Gwen Stacy et des énièmes incarnations de Spider-Man, et devrait proposer des bonnes histoires avec des bons auteurs, et proposer des choses qu'on garde, des choses qu'on peut lire longtemps, et des choses qu'on peut évidemment collectionner. Voilà, Marvel n'écoute plus pas les fans, n'écoute pas le marché et ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. Alors, ils s'en foutent des comics, parce que l'important c'est d'avoir juste des personnages qu'on pourra exploiter plus tard en film et en série. Mais quand même, il faut quand même les maintenir en vie, parce que dans le droit américain, si vous n'utilisez pas une licence, elle peut tomber. Et donc Marvel pourrait, s'ils arrêtaient d'exploiter certaines de leurs licences, se les faire piquer à terme évidemment, il leur suffirait de sortir un comics tous les 2 ou 3 ans pour continuer à garder les droits de certains personnages. On n'en est pas là, mais il va bien
bien falloir continuer d'une façon ou d'une autre à proposer des titres de qualité si vous voulez maintenir ce vivier de lecteurs, et pourquoi pas, mais je pense que l'idée a été abandonnée, en recruter d'autres. La chose la plus notable et la chose la plus difficile à accepter, c'est le marché qui explose en vol. Il y a des boutiques qui ferment partout aux États-Unis. Alors, vous allez me dire, des boutiques qui ouvrent et des boutiques qui ferment, il y en a partout. Mais j'ai eu la chance depuis un an et demi d'aller à New York, d'aller à Las Vegas et à Miami. J'ai pu voir un petit peu ce qui se passe. À New York, il y a une boutique qui vient de fermer, qui était historique. Ils en avaient 3. Et celle de Manhattan, elle vient de fermer. Donc maintenant, il faut prendre le bateau et il faut aller sur Staten Island pour aller dans cette boutique. Alors à New York, il reste quelques boutiques. Bon, faut les trouver. Hein. Elles sont pas sur la 5e avenue. Hein, ces boutiques, elles sont dans des rues. Même s'il y a une boutique à Times Square qui n'est pas exactement sur Times Square, mais qui est un peu en décalé, Midtown Comics, elle n'a pas pignon sur rue. Enfin, il faut monter un escalier. Ceux qui y sont allés connaissent. C'est une boutique qui n'est pas forcément facile d'accès. C'est d'ailleurs un des derniers survivants, un des derniers des Mohicans. À New York, ça devient compliqué parce que si vous vous baladez dans les rues, dans les librairies, vous ne trouvez pas forcément de comics. À Las Vegas, il y a pas mal de boutiques, étonnamment. Je crois qu'il y a 7 boutiques de comics. J'en ai visité 2. Les 2 sont très très bien. Alors, c'est les États-Unis. Hein. Si vous n'avez pas de bagnole, vous achetez pas de comics. C'est-à-dire que, de toute façon, vous faites rien si vous n'avez pas de bagnole, mais c'est impossible. Alors, ils sont pas sur le strip, hein, là où il y a les touristes. Hein. Sur le strip, là où il y a les gros hôtels, les gros casinos, les gros spectacles de Cirque du Soleil, là, il n'y a pas de comics. Vous ne verrez pas la queue d'un comics. En revanche, si vous quittez ce centre-ville et que vous allez découvrir la ville qui est grande et il y a plein de choses super, eh bien vous verrez qu'il y a des boutiques. J'en ai fait 2, elles sont super, le marché se tient. Mais je reviens de Miami, j'étais la semaine dernière, à Miami, toutes les boutiques du centre-ville ont fermé. Vous pouvez passer 2, 3, 4 jours à aller de centres commerciaux en rue, et puis de toute façon vous connaissez les villes américaines où les rues, il n'y en a pas tant que ça, parce que c'est des grands boulevards avec beaucoup de voitures. Vous ne trouverez pas de livres. Moi, quand je suis allé dans un quartier où il y a un centre commercial avec des boutiques haut de gamme, il n'y a pas un seul livre, il n'y a même pas une librairie dans le coin. J'ai regardé Books dans Google Maps, il fallait faire 11 km pour trouver la première librairie. C'est quand même taré de se dire ça. Le livre de manière générale et le comics en particulier sont complètement oubliés de tout ça. Si on va chez Barnes & Noble, eh bien, il y a un rayon manga. Barnes & Noble, c'est uniquement des grandes Fnac en fait, avec que des livres. Et puis un peu plus, il y a des jeux maintenant et des jouets, il y a des Lego même. Chez Barnes & Noble, à Miami, je suis allé voir, et puis j'étais allé voir à Vegas avant ça, et à New York bien sûr. Vous savez, un rayon de comics qui est pas très grand. Ça me fait penser un peu aux librairies en France, quoi. Vous avez les grandes librairies avec beaucoup de livres, avec un peu de BD, et dans le un peu de BD, un peu de comics. Donc le un peu de BD, c'est chez eux beaucoup de mangas et un petit peu de comics. Et au rayon comics, il y a évidemment tout ce qui est sorti récemment, mais c'est beaucoup de souples, de TPB. Alors il y a Saga par exemple, vous trouverez Saga. Il y a une série qui s'appelle, la dernière série de Brian Aberlin qui est super, The Last Barbarian. Je me suis dit, je vais prendre le TPB, il coûtait 20 $, plus les taxes, donc vous rajoutez encore 2 $, donc ça fait 22 € pour un bouquin. J'ai fait, oh non, je le prends pas. Et je l'ai reposé, du coup je l'ai pas pris, et ça m'a un petit peu agacé. Mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, il n'y a pas de belles éditions, il n'y a pas de choses qui mettent en valeur les comics, et il y a très peu de ce qu'on appelle les romans graphiques. C'est assez pauvre chez Barnes & Noble. Il y a une offre, elle est là, mais c'est pas ça qui va sauver les comics. Et puis les comics en souple, on les voit pas du tout. Hein. Je suis allé dans une boutique à Miami qui s'appelle Books & Books, qui est une institution. Et chez Books & Books, il y a un truc qui est super bien. C'est que c'est une vraie boutique un peu militante, etc. Par exemple, ils ont un rayon avec les bouquins interdits, parce qu'en Floride, vous savez, ils sont très conservateurs. Et donc, il y a des bouquins qui sont soit LGBT+, soit qui sont des bouquins qui aujourd'hui peuvent paraître tendancieux. Je parle de Persepolis et de Maus, hein, attention, il n'y a rien de... c'est des bouquins qu'en France on adore et qui ont eu des prix et qui sont des succès. Il y a même eu un film, hein, souvenez-vous, de Persepolis, c'est un succès mondial. Eh bien ces bouquins sont non pas interdits, mais pourraient l'être aux États-Unis. Ils ont ce type de rayon, donc c'est une boutique un peu militante, super librairie, très grande, Books & Books. J'ai adoré passer du temps, j'ai acheté des bouquins, j'ai acheté Maus d'ailleurs pour tout vous dire, parce que je l'avais pas en version anglaise, et je voulais le lire, je voulais le relire, je l'avais lu il y a longtemps en français, et je me suis dit je vais le relire en anglais, j'ai commencé à le lire, j'adore. Parce que j'ai voulu soutenir aussi ces gens-là, et là-dedans il n'y a que du Daniel Clowes, du Charles Burns, ce qu'on appelle des romans graphiques, un peu de Mark Millar étonnamment, il y avait du Jupiter's Legacy, des choses comme ça. J'étais assez étonné de voir du Mark Millar, mais le rayon comics il est tout petit, j'ai plus de bouquins dans ma bibliothèque derrière que dans le rayon de Books & Books. Donc le marché
En fait, les comics sont complètement invisibles aux États-Unis. Les comics sont devenus complètement invisibles et on ne les voit quasiment plus. Le prix est fou, il n'y a plus de créativité. Marvel a oublié de faire des choses. Tout le monde se fout de ce qui se passe. Les boutiques ferment, il y a des boutiques qui ferment partout. Kickstarter, on l'a vu, hein, devient évidemment essentiel. Il y a des gens qui se posent la question de dire mais pourquoi quelqu'un comme Sean Murphy s'emmerde à faire un Kickstarter? Parce qu'au moins il va gagner sa vie. Parce que il l'a dit, hein, quand il a fait Punk Rock Jesus chez Vertigo, il n'a pas gagné l'argent qu'il aurait dû gagner sur ce titre. Il s'est fait avoir avec les contrats. S'il l'avait fait chez Image Comics, il aurait gagné mieux sa vie. Et pour gagner sa vie décemment et vivre on a vu suffisamment d'artistes qui le diable par la queue, qui n'arrivent pas à se nourrir. Il faut plutôt se réjouir d'artistes qui eux évidemment gagnent leur vie. Donc c'est important pour eux de financer leurs bouquins à travers Kickstarter. Donc Zorro, plus de 200 000 $, un bouquin comme Lady Mechanica, c'est 120 000 $ je crois pour la dernière campagne. Toutes les campagnes dont j'ai parlé et toutes les futures campagnes, Kickstarter est quasiment la seule façon d'exister pour ces auteurs indépendants. Parce que le marché a vraiment explosé en vol et que les choses ne risquent de ne pas s'arranger avec d'autres fermetures de boutiques certainement à prévoir, et donc un réseau de distribution qui va se réduire comme peau de chagrin et qui va faire que ça va être de plus en plus difficile de rendre ces comics disponibles. Et c'est vrai que Kickstarter apparaît comme une véritable alternative pour pouvoir être une voix et pour pouvoir créer et pour pouvoir surtout proposer à un public. Il y a un public sur Kickstarter, il y a beaucoup de gens qui achètent des comics sur Kickstarter et il faut s'en réjouir parce que c'est une alternative formidable. En attendant que Marvel et DC Comics prennent la mesure de ce qui est en train de se passer, des ventes qui deviennent ridicules, des talents qui s'en vont, de la créativité qui a disparu, du manque de nouvelles idées, de nouveaux personnages, du manque d'intérêt du grand public et du fait que les librairies disparaissent les unes après les autres et que si ça continue dans 10 ou 20 ans, il n'y aura plus de lieu pour vendre les comics, qui autrefois étaient, je vous le rappelle, vendus dans des supérettes, vendus dans des magasins, dans des épiceries, dans des stations-service. Aujourd'hui, ce réseau a complètement disparu. Si Marvel et DC et si les grands ne décident pas de faire quelque chose pour sauver leur marché, il disparaîtra. Alors peut-être qu'ils en ont rien à faire et qu'ils garderont les personnages, peut-être qu'ils sortiront un bouquin de temps en temps pour faire exister les personnages dans les réseaux de librairies traditionnels qui continuent d'exister. Beaucoup disent que Amazon a ouvert des librairies. Je vous rappelle qu'Amazon est en train de fermer ses librairies aux États-Unis après avoir dit attendez, on va vous remplacer parce que maintenant qu'on vous a tué on va vous remplacer. Maintenant ils ferment les librairies. À New York ça ferme les librairies Amazon. Et d'ailleurs il n'y avait pas grand chose, il y avait une sélection de titres dans ces titres. Donc voilà, le marché est très compliqué aux États-Unis, très inquiétant je dois dire, et donc je ne sais pas comment tout cela va finir. En tout cas lisez les comics, continuez à soutenir